14 janvier 2004. Ciné Histoire organise une matinée de préparation au concours national de la résistance et de la déportation. Le thème de cette année étant les Français libres, 2 films sont présentés aux 150 lycéens parisiens. En première partie, un document sur René Cassin, le juriste de la France libre et le père de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Marc Agi, son biographe, complétera le portrait de cet homme exceptionnel. Ensuite, l'on verra le film Normandie-Niemen de Jean Dréville, film choisi pour ses qualités cinématographiques et de l'aspect peu connu du combat de Français libres sur le front de l'Est dès novembre 1942 aux côtés de l'armée soviétique. Arrivée de notre médiateur, M. Stéphane Hessel, ambassadeur de France, compagnon du général de Gaulle et ancien déporté. Monsieur Stéphane Hessel salue le général Risseau, compagnon de la Libération, et l'adjudant-chef Mounier, tous deux anciens de Normandie-Niemen, qui viennent témoigner de leur engagement de Français libres. Ils seront rejoints plus tard par le capitaine de la Poipe, héros de l'armée soviétique avec 18 victoires homologuées. À cette séance consacrée au concours de la résistance et de la déportation. Cette matinée a été possible grâce au soutien du Comité d'action de la résistance, que je remercie vivement. Le Comité d'action de la résistance regroupe 170 associations de résistants et soutient le concours depuis sa création. Je remercie également de sa présence Madame Odette Christienne, adjointe au maire, chargée de la mémoire du monde combattant, et Monsieur Mazard, je ne sais pas s'il est arrivé, monsieur, qui représente la DMPA, la Direction de la mémoire des archives du patrimoine. Je remercie également les intervenants que je vais vous présenter, monsieur Marc Agi, qui a été secrétaire particulier de René Cassin. Nous avons la chance d'avoir parmi nous 3 pilotes, pour le moment il y en a que 2, le 3e arrivera plus tard, 3 pilotes qui ont fait partie du premier contingent de Normandie-Niemen arrivé sur le front russe en 1942. Le général Risseau, qui s'est échappé d'Algérie. Il a été l'un des 14 premiers volontaires à partir avec l'escadrille Normandie-Niemen. Le général Risseau est compagnon de la Libération et grand croix de la Légion d'honneur. Vous verrez arriver après le film le capitaine de la Poipe, qui lui était parti en juin 40, le 21 juin 40, sur un bateau polonais, pour arriver en Angleterre 3 jours plus tard. Il a dans un premier temps combattu dans les forces aériennes françaises libres aux côtés de la RAF, des chasseurs de la RAF, et en août 1942, il s'est porté volontaire pour ce qui n'était alors qu'un projet, l'escadrille Normandie-Niemen. Après un long périple par l'Afrique, il est arrivé en Syrie et il est parti de Téhéran pour rejoindre le front russe. L'adjudant-chef Mounier, qui est parmi nous, était mitrailleur et était engagé volontaire pour la durée de la guerre. Alors à l'armistice, il a été démobilisé. Il s'est réengagé à Tunis, parce que sa famille vivait là-bas, et lors d'un mouvement vers la Syrie, il a rejoint les forces aériennes françaises libres. C'était en novembre 1942, au moment où la bataille de Stalingrad était loin d'être gagnée. L'armée allemande était victorieuse sur tous les fronts, et on ne pouvait pas dire que les Français volaient au secours des vainqueurs. Grâce à l'escadrille Normandie-Niemen, la France a pu être présente sur le front ouest comme sur le front est. Monsieur Stéphane Hessel, monsieur l'ambassadeur Stéphane Hessel, est né à Berlin. Il est arrivé en 1927 avec sa mère à Paris. Il a fait ses études et il a été admis à l'école normale supérieure en 1937. Dès juin 1940, il a souhaité rejoindre Londres, mais il n'y est arrivé qu'en 1941, parce que ce n'était pas si facile. Il est entré au BCRA, Service de renseignement et d'action,
Et il a été chargé d'organiser la mission Gréco, qui devait organiser la couverture radio de l'ensemble du territoire français en vue du débarquement. Malheureusement arrêté en juillet 1944, il est déporté à Buchenwald et à Dora. En 1946, en février 1946, moins d'un an après sa libération des camps de déportation, il arrive aux États-Unis et en 1947, à l'âge de 27 ans, il est directeur de cabinet du premier secrétaire général adjoint de l'ONU qui était un Français. À ce titre, il a assisté aux premières années de l'ONU, dont la charte avait été rédigée en octobre 1945, et surtout aux négociations, sous la présidence d'Eleanor Roosevelt, aux négociations qui ont abouti à la Déclaration universelle des droits de l'homme dont un des pères est René Cassin. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée en décembre 1948. Par la suite, il n'y a jamais eu aucun écart entre la vie qu'a menée M. Hessel et les engagements de France et Libre de sa jeunesse. M. Hessel a milité sur plusieurs continents pour la réduction des inégalités économiques et sociales et la défense des droits fondamentaux de la personne humaine. Il a été nommé ambassadeur en 1981. Il a fait partie du Haut Conseil à l'intégration dans les années 90. Il est commandeur de la Légion d'honneur. Alors, en 1996, il a écrit un premier livre qui est l'histoire de sa vie, Danse avec le siècle. Et on peut dire que par son origine et son parcours, M. Stéphane Hessel est devenu un citoyen du monde. Alors, nous allons vous projeter maintenant un documentaire sur René Cassin. Vous en excuserez la qualité qui est moyenne. René Cassin a été prix Nobel de la paix en 1968 et ce document a été réalisé en 1976 au moment du transfert des cendres au Panthéon. Ensuite, vous pourrez poser des questions à M. Agi et à M. Hessel. Ensuite, nous vous projetterons le film Amandine Humaine, à la fin duquel vous pourrez poser des questions aux aviateurs présents. Et à la fin, M. Stéphane Hessel vous parlera de l'ensemble de la France libre. Merci, bonne projection. Posez. C'est le moment. Courage. Les cendres de René Cassin ont été transférées au Panthéon en 1987 et non pas 1976, comme je l'ai dit par erreur. 1976, c'est la mort de René Cassin. Il était né en 1887 et donc c'est pour le 100e anniversaire de sa naissance que ces cendres ont été transférées au Panthéon. Vous avez vu que quand il reçoit le prix Nobel de la paix, il a 81 ans déjà. Et quand il rejoint De Gaulle à Londres, c'est un homme qui a plus de 50 ans. Pour faire le lien entre la guerre et les droits de l'homme. En 1933, René Cassin était à la Société des Nations et il avait vu, alors que l'Allemagne était accusée d'avoir promulgué des lois antisémites, Hitler a été convoqué à la Société des Nations pour venir s'expliquer. Et il a envoyé Goebbels à sa place, qui était son ministre de la propagande, et qui est arrivé à la Société des Nations, qui était à Genève, avec un revolver à la ceinture, entouré d'une vingtaine de jeunes grands et beaux nazis à croix gammée, tous armés, et qui est venu dire à l'Assemblée, à la Société nationale, eh bien écoutez, nous sommes un pays souverain, vous n'avez rien à nous dire, nous ferons ce que nous voudrons de nos communistes et de nos juifs, le charbonnier est maître chez lui. Et l'Allemagne fera ce qu'elle voudra de ses citoyens. Et si elle veut les mettre dans des camps de concentration, elle le fera. Ce n'est pas exactement la phrase de Goebbels, mais c'est exactement ce que ça voulait dire. Et quand René Cassin a vécu cette scène, il a compris que si jamais il y avait une autre guerre avec l'Allemagne, ce qui se passera 7 ans plus tard, eh bien ce serait la guerre des droits de l'homme. Puisque l'Allemagne elle-même s'en prenait aux hommes, à ses propres citoyens, avant même de déclarer la guerre à d'autres nations, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité. Il est très important de se rappeler ce fait, parce que c'est pour cette raison que René Cassin rejoint la France libre. Parce que la vraie France, pour lui, celle des droits de l'homme, est à Londres, elle n'est pas à Vichy. Et c'est ainsi qu'il rejoint en 1940 le général de Gaulle. Mais j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce... Écoutez, très vite, je dirais que j'ai eu la chance de connaître René Cassin avant de rejoindre moi-même le général de Gaulle. C'était un grand juriste et le général, dont le rôle, j'espère, sera tout au long
de notre matinée sera mis en valeur, car évidemment, comme le disait d'ailleurs Maurice Schumann, René Cassin, sans le général de Gaulle, aurait été un juriste en exil, mais le général de Gaulle sans René Cassin, et c'est une phrase importante dans ce petit film que vous avez vu, n'aurait pas pu se fonder sur une analyse juridique approfondie de ce qu'était la continuité républicaine de la France. Car tout laissait à entendre que la France avait abdiqué de son républicanisme en donnant au maréchal Pétain et à la Révolution nationale la légitimité en France. Or, il fallait démontrer que cette légitimité n'était pas historiquement fondée ni juridiquement fondée. Et pour ça, Cassin a été formidable, parce qu'il a donné cette base juridique au général de Gaulle, sans laquelle il lui aurait été encore plus difficile que ça n'a été le cas de s'imposer non seulement vis-à-vis de ses compagnons de combat, ça c'était facile, mais vis-à-vis des grands partenaires de la France libre, c'est-à-dire du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne d'abord, et des États-Unis et de l'Union soviétique ensuite. Je crois qu'on connaît assez bien le général de Gaulle, c'est peut-être moins évident pour René Cassin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qui il était? Mais votre question permettra à mon ami Marcaggi d'aller un peu plus dans la description de la personnalité et du rôle de René Cassin en pas plus de 5 minutes naturellement. Non, bien sûr, mais permettez-moi de vous renvoyer à mes bouquins. D'ailleurs, un des chapitres du film a pris le titre d'un livre, René Cassin, Fantassin des droits de l'homme. Et c'est l'arrivée, comme je le disais tout à l'heure, d'Hitler au pouvoir en 1933, du nazisme, mais aussi des fascismes, qui a fait que malgré tout, la guerre a été déclenchée par les puissances totalitaires, c'est pas du tout les démocraties qui voulaient refaire la guerre. Ça montre bien que la Société des Nations n'a pas pu, à l'époque, empêcher la montée du nazisme ni le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Un mot pour terminer, c'est alors sur les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale que vont se bâtir les Nations Unies, et en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque au moment où les rédacteurs de la charte de 1945 des Nations Unies, qui fondent les Nations Unies à San Francisco, tous ces rédacteurs reçoivent les premières photos des camps de concentration qu'on est en train de libérer au même moment, c'est-à-dire en mai 1945. Et c'est une horreur. Les gens voient pour la première fois ces images que vous connaissez, et qui sont épouvantables, de charniers, enfin, pas la peine que je rentre dans tous ces détails, de ce qui s'est passé dans les camps de la mort, mais c'est le choc très profond que le nazisme s'était attaqué à la personne humaine elle-même, puisque des millions et des millions de victimes ont été comptées, qu'un monde nouveau ne pouvait se construire que sur les droits de l'homme. C'est pourquoi dans la charte même des Nations Unies, le mot droit d'homme existe à 7 reprises, et qu'après, il sera chargé, d'autres raisons, mais il sera chargé auprès de Mme Roosevelt de rédiger une déclaration des droits de l'homme qui soit cette fois-ci universelle. Voilà le parcours de René Cassin. C'est un grand juriste, mais ce n'est pas seulement un juriste, c'est quelqu'un qui a souffert dans sa chair et qui veut mettre au service de l'humanité sa souffrance. Et qui pense qu'il en est de même de tout le monde et qu'il ne faut pas que la souffrance humaine ait été inutile. Et la seule façon qu'elle ne le soit pas, c'est que les droits de l'homme soient effectivement respectés. Merci beaucoup. Toujours pas de questions autres? Bon. Alors nous allons passer à la projection du film. Présenter le film. En fait, ce film a été détourné en 1959 par Jean Deville sur, vous l'avez vu, un scénario d'Elsa Triolet avec Charles Spack et Konstantin Simonov, et c'était la première coproduction franco-soviétique de l'histoire du cinéma.
Le conseiller technique avait été un ancien de Normandie-Niemen qui avait fourni une copie du journal de marche, de ce fameux journal de marche, et plus de 15 000 photos. Je pense que c'est pour ça qu'il a bien vieilli. Vous aurez pu remarquer aussi l'opposition en début de film entre les civils qui se sont engagés par choix personnel contre le nazisme et le militaire qui attend les ordres. Et il faut bien se rappeler que ce film a été tourné en 1959 en pleine guerre d'Algérie, ce qui n'est pas anodin. Voilà, je vous remercie. Nous avons un ancien de Normandie-Niemen qui vient d'arriver, un formidable héros, M. Lacroix. Le capitaine de la flotte qui vient d'arriver a 18 victoires militaires homologuées et il est un des meilleurs as de la Seconde Guerre mondiale. Le film, je vous dirais que Lacroix fait partie des 4 qui ont été héros de l'Union soviétique, sur la totalité de tous les pilotes, dont 3 vivants. Un récupéré à titre posthume, c'est celui que vous avez vu dans le film, Marcel Detel, qui est mort le 5 juin 1944, alors qu'il était élu normand, quand vous lui annoncé la libération de la Normandie. Mais je voudrais, avant d'aborder des réponses à vos questions éventuelles, je dis bien éventuelles, je voudrais remercier la présence de Madame Mirles, qui a été l'épouse du commandant Mirles, cheville ouvrière, qui nous a amenés en Russie. Merci. Quant au film lui-même, comme tous les raccourcis historiques, il y a du bon et du mauvais. Vous avez assisté à une séparation spirituelle en quelque sorte, mais en même temps il y a du vrai. Et une chose qui a été totalement oubliée, si le film avait été rendu en couleur, vous l'aurez peut-être remarqué, c'est que c'est grâce à un mécanicien que les avions de Normandie-Niemen ont porté le symbole de la France tout au long de leur chemin. C'est parce qu'un mécanicien voulait absolument reconnaître son avion le retour de mission qu'il a eu l'idée de peindre la casserole d'hélice en bleu, blanc, rouge. Ça a été le symbole de Normandie-Niemen. Voilà. Je vais remercier les mécaniciens. Maintenant, j'espère que vous avez des questions à poser. Et vous dites que dans le film... on va vous donner un micro. Oui, vous dites que dans le film, il y a du bon et du moins bon. Est-ce que vous pourriez donner votre avis sur la valeur documentaire de ce film? Est-ce qu'il est proche de ce que vous avez vécu au quotidien? Normandie a été une toute petite escadrille, je tenais à le préciser, c'est que et on a oublié dès le départ les mécaniciens. Ça, je le regrette infiniment. Mais quand le 28 novembre 1942, nous sommes posés à Bakou, nous étions 14 pilotes de chasse, 1 pilote de liaison, et tout le reste était technicien. Et ces techniciens, malheureusement, on a été obligé de les abandonner au mois de juillet 1943, au moment de la grande bataille d'Orel, parce qu'il avait besoin de se sentir dans la France libre. Ils ont été ramenés au Moyen-Orient, et là, il y a eu une nouvelle particularité qui s'est manifestée, en ce sens que tout le personnel technicien était russe, ou soviétique, comme vous voulez, et que d'autre part, tout le personnel navigant était français. Donc ça a été une des caractéristiques aussi de ce groupe un peu particulier. Autre chose qui n'est pas dit dans le film, sur le plan alors strictement historique, je vais vous faire une révélation. C'est que nous avons, 28 novembre 1942, nous arrivons là-bas en pleine bataille de Stalingrad. 28 novembre 1944, nous sommes les premiers Français à poser nos pieds en territoire allemand en Prusse orientale.
On va me donner le micro. Alors, je voudrais savoir l'impact qu'il y avait justement pendant la Deuxième Guerre mondiale de l'escadron Normandie-Niemen. C'est-à-dire, est-ce qu'en France, eh bien, on le suivait, oui, en Angleterre, eh bien, leurs actions? Il est exact qu'à l'heure actuelle, il y a un échange qui est quasi permanent depuis les années 56 avec les Russes. Tantôt nous allons là-bas, tantôt c'est eux qui viennent. L'escadron Normandie-Niemen existe toujours. Et chose particulière, si vous allez sur la base de Colmar, là où il est stationné, vous verrez qu'il ne s'appelle pas escadron, il a gardé la nomination russe de régiment de chasse Normandie-Niemen. C'est une particularité là encore. Vous êtes là pour poser des questions. Bonjour, je voudrais savoir si le fait que vous soyez occidentaux, vous avez eu des problèmes avec les commissaires politiques quand vous êtes arrivés. Est-ce qu'ils vous ont surveillé? Comment vous avez vécu cet aspect-là? Effectivement, comme tout régiment soviétique, nous avions notre commissaire. Le tout premier qui s'appelait Kounine, parlait très bien le français, mais malheureusement il n'a pas réussi à nous convaincre. Vous voyez ce que je veux dire. Et il a été remplacé par quelqu'un de plus radical, qui lui était d'abord commandant, Doline, et qui lui, à la fin de la guerre, nous a vraiment manifesté ce qui était vraiment la vie d'un commissaire politique, en disant l'arbre ici c'est signé, maintenant à partir de ce jour, c'est moi qui commande. Ça vous dit tout. Donc partir en Russie comme ça en pleine guerre, quelques Français, c'est de l'héroïsme. Qu'est-ce qui pousse à faire quelque chose comme ça? Ah, là vous abordez une question qu'on vous pose souvent. Personnellement, je suis là-bas, si je peux employer cette expression, comme ordonné volontaire. Autrement dit, je m'étais engagé dans la Royal Air Force, et puis on a senti arriver, j'ai fait 2 ans de chasse de nuit dans la Royal Air Force, puis on sentait arriver la fin de la chasse pratiquement. Et c'est là, sans vouloir parodier La Fontaine, je dis souvent que la Royal Air Force se trouva fort dépourvue quand le bombardement de nuit fut venu. Alors quand on m'a proposé de partir en Russie, nous étions 4 Français dans cet escadron anglais, où il y avait très peu d'anglais d'ailleurs, il y avait des Néo-Zélandais, des Australiens, des Canadiens, déjà 2 Américains, 2 Norvégiens, vous voyez un petit peu le genre en Angleterre. On s'est dit si on veut faire quelque chose pour notre pays, il faut partir là-bas. Et nous sommes partis là-bas. Mais contrairement à ce que vous pourrez croire, le voyage était très très long. Parce que alors qu'à l'heure actuelle, pour faire Londres-Moscou, il vous faut 4 heures en avion, nous avons mis 3 mois pour y arriver. En faisant le tour de l'Afrique, etc. Et alors, chose amusante, en même temps, si je peux me permettre, c'est que partout où nous sommes passés, on a laissé des traces. Un petit peu comme les grognards de Napoléon, vous voyez. Et partout où nous sommes passés, il y a eu des libérations, des indépendances, etc. L'Irak, le Golfe Persique, Téhéran, oui, un petit peu. On a semé la zizanie un peu partout. Donc, est-ce qu'en cours de route, il y a eu beaucoup de désistements de Français? En cours de route, des désistements? Voilà, au contraire, il y a des gens qui ont obligé de refuser parce qu'ils étaient arrivés avec un âge certain, les gens ne tiendront pas le coup. Et là, vous avez un autre phénomène, c'est qu'au moment de la bataille d'Orel, tous les gens qui avaient plus de 25 ans, ils sont restés pratiquement. Sur les 14 pilotes qui ont démarré, 5 ont terminé la première campagne. C'est-à-dire en 9 mois, on en avait perdu 9 pratiquement. Et tous ceux qui ont été perdus, c'était des gens qui n'arrivaient pas à récupérer. Parce qu'il faut voir ce qu'est le pays. C'est qu'on parle de la neige, mais en été, le soleil se lève à 2h du matin et se couche à 10h le soir. Et il est arrivé certains jours, à midi, nous avions fait 4 missions déjà. Ce sont des missions courtes, des missions de chasse, mais 4 missions. Voilà où était le troisième. Donc il n'y a jamais eu de désistement. Est-ce que vous avez eu affaire à des tensions entre les commandements français et russes pendant vos missions? Pardon? Avez-vous eu affaire à des tensions entre les commandements russes et français pendant vos missions? En russe et français, non, absolument aucun. Parce que le problème a été posé, d'ailleurs, dans le film de Cassin, c'est bien dit. Nous sommes la France. Et nous étions là-bas à titre français, et pas du tout pour défendre l'Union soviétique. C'était pour notre pays que nous étions là-bas. Et ça, ils l'ont très très bien compris. Si bien que l'escadron lui-même était totalement indépendant pour une opération, etc. Sauf qu'il était intégré à une division soviétique, et on combattait en fonction des ordres que nous recevions. Mais ils nous avaient laissé entière liberté, d'abord pour le choix de l'avion. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que ce pays est un pays très particulier, comme vous pouvez le voir.
Et cet avion est un avion qui avait été parfaitement étudié pour le pays. Tous les avions, que ce soit britanniques ou autres, ne pouvaient pas convenir dans ce... C'est un cas très particulier. Et c'est là où notre commandement a eu cette chance, enfin, pour nous, de choisir le Yak, qui est un avion qui ressemblait à un avion français de l'époque. La silhouette et tout, et c'est lui qui nous a sauvé pas mal de situations. En dehors du fait que, malheureusement, tout ce qui était radioélectrique était déficient. Et nous sommes à peu près persuadés que si nous avions eu la radio qu'avait la Royal Air Force à l'époque, on aurait sauvé pas mal de vies. Donc j'ai fait partie, dont mon ami n'a pas regardé, dont mon ami Mounier a fait partie. De Gaulle nous a libérés le 9 décembre 1944 quand il est venu à Moscou. Il a dit, vous les anciens, vous méritez de retourner chez vous, vous reposer. C'est comme ça que nous sommes rentrés en France, après cette fameuse bataille de Pousse orientale. Et le 9 mai 1945, comme quoi le rouleau administratif de l'époque était déjà en route, nous avons réembarqué pour la Russie. Et on se demandait pourquoi on allait là-bas, sauf d'aller en Mandchourie où il y avait encore la guerre. Mais enfin, on commençait à en avoir assez aussi, puisqu'on avait tâté un petit peu de la vie parisienne, et on n'aimait pas trop mal ça. Ce à quoi on a eu ce geste magnifique du maréchal Staline, qui a dit, puisque c'est comme ça, ils rentreront en France sur leurs avions. C'est ça. Voilà. 40 avions. Vous pourrez voir en sortant, il y a une photo qui montre tous les avions ramenés par les pilotes qui se sont posés sur le volet. Il y a une photo dans la vitrine. Il m'incombe, alors que je n'ai rien pour me comparer à ceux que vous venez de voir sur ce film, d'essayer de prendre le problème qui va être le vôtre, ceux qui vont avoir à composer sur la France libre, d'essayer de vous donner en quelques minutes, une vingtaine de minutes peut-être, après quoi je répondrai à mon tour à vos questions, comment historiquement ceux qui, comme moi et comme ceux qui sont ici à côté de moi, nous sommes engagés auprès du général de Gaulle, comment ça s'est passé, pourquoi, quel a été le moment historique. Alors je voudrais commencer par insister sur un point. Les Français qui ont vécu les années 1938, 39, 40, c'est-à-dire avant la guerre, ont manqué gravement de sensibilité civique. Et par conséquent, ils se sont laissés engager dans une situation où, mal préparés pour affronter cette guerre qui allait se déclarer, ils n'ont pas vu venir le danger. Je dis cela parce que je pense que votre génération doit absolument prendre le message, la leçon de ce temps, pour dire il faut rester vigilant. Beaucoup de Français ne sont pas restés vigilants, et lorsqu'on leur a dit la guerre est finie, l'armistice est signé, et nous avons la chance d'avoir un vieux maréchal merveilleux qui a fait des choses surprenantes au cours de la Première Guerre mondiale, eh bien il faut se résigner et il faut accepter l'armistice. C'est une petite minorité de Français qui à l'époque a été sensible à un appel. Et un appel du 18 juin qui paraissait tout à fait extravagant. Qu'est-ce que c'était que ce général? Il était à peine sorti du rang de colonel pour avoir celui de général. Mais il faut se dire qu'il y avait à l'époque une différence très profonde entre les Français vraiment patriotes et qu'il était parce que la situation de la défaite faisait jaillir en eux ce besoin de ne pas l'accepter et de vouloir continuer à être dans le combat. Alors, on pouvait y réagir en disant « bon, c'est fichu, résignons-nous » ou on pouvait y réagir en disant « il faut maintenant faire quelque chose ». René Cassin, que nous avons vu dans le premier film, a été de ceux qui tout de suite ont pensé que la défaite était inacceptable. Si nous prenons les 2 premières années, celles où c'était vraiment le courage exceptionnel, le charisme formidable du général de Gaulle, qui a permis
à un nombre encore limité de Français de rentrer dans le combat alors que l'armistice avait été signé. Ces années-là sont évidemment, pour ceux qui les ont vécues, des années un peu exceptionnelles de l'histoire, de leur histoire personnelle et de l'histoire de leur pays. La France était au plus bas. La Grande-Bretagne, qui avait accueilli le général de Gaulle, Winston Churchill, qui nous apparaissait comme le seul grand dirigeant qui continuait à résister à l'Allemagne nazie. Ça a été une période extraordinaire, et si vous en parlez dans vos dissertations pour le concours, n'omettez pas de souligner ce que cela avait d'exceptionnel dans l'histoire de notre pays. Donc, il faut mettre l'accent sur ce cas d'exceptionnel, l'engagement volontaire, le courage de ceux qui ont décidé qu'il fallait suivre l'appel du général de Gaulle. Je rappelle que les forces qui se trouvaient en juin 40 en Grande-Bretagne, parmi lesquelles il y avait pas mal d'unités françaises qui revenaient notamment de Norvège, les Anglais leur ont dit « Voulez-vous rester? La France a signé l'armistice. Voulez-vous rentrer en France ou voulez-vous rester vous battre avec nous ?» Eh bien, 80% de ceux qui se trouvaient là ont demandé à rentrer en France. 20% ont décidé de suivre l'appel du général de Gaulle. Ce n'est pas très glorieux pour l'armée française de cette époque. Alors, à partir de 1942, quand la victoire alliée commençait à être possible, il y a eu naturellement des ralliements. Le film est juste mais sévère, sévère mais juste, pour ceux qui se sont laissés aller à abattre un avion anglais parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un seul ennemi et qui se sont peu à peu ralliés. La France, devenue France combattante, le nom a été pris en fin 1942, je crois en juillet 1942, la France combattante est devenue à ce moment-là une composante de plus en plus importante de l'effort allié pour gagner la Deuxième Guerre mondiale. Et ceci n'enlève rien, naturellement, au courage de tous ceux qui ont continué à se battre en Afrique du Nord, en Italie, puis en France, puis en Allemagne, et qui ont composé la force alliée qui a finalement gagné cette guerre. Qu'est-ce que c'était que cette France libre puis France combattante? C'était d'un côté des unités, et pour l'aider à cela, des hommes comme René Cassin, nous en avons déjà parlé, d'autres, je pense à Georges Boris, à Jacques Bingen, et bien d'autres qui étaient des hommes de gauche et qui entouraient le général, ont assuré que la France libre serait une France fidèle aux grandes valeurs permanentes de la Révolution, de la République et de la France. Alors, à partir de 1942, quand la victoire alliée commençait à être possible, il y a eu naturellement des ralliements. Mais par exemple, dans le groupe de bombardement dans lequel je me trouvais, il y avait un capitaine Livry-Level qui avait 50 ans et qui avait prétendu qu'il n'en avait que 34 pour pouvoir se battre. Nous étions tous, à l'époque, donc, tout à fait décidés à faire valoir notre patriotisme et à l'engager autant que possible dans une action militaire. Mais il n'y avait pas que des unités combattantes. Il y avait aussi un appareil autour du général de Gaulle qui prévoyait ce que serait la France d'après la libération. Et cet appareil ne pouvait exister qu'en contact très étroit avec ce qui se passait dans la France occupée ou dans ce qu'on appelait un peu malencontreusement la France libre. Les Français libres étaient en dehors du territoire métropolitain et de la France occupée, et ils étaient libres de se battre et libres de s'organiser. Il y avait donc autour du général de Gaulle des instances qui étaient chargées de préparer
l'avenir de la France, peu à peu se ralliaient au général de Gaulle des parlementaires, des dirigeants de toute espèce, mais l'essentiel était d'avoir derrière le général de Gaulle la résistance française, les mouvements de résistance et les très nombreux réseaux et organismes qui travaillaient contre l'occupant clandestinement en France. Et un homme a joué à cet égard un rôle très important, c'est Jean Moulin, vous l'avez vu au Panthéon, Jean Moulin qui a été envoyé précisément en 1942 par le général de Gaulle pour unifier autant que possible des mouvements de résistance, tâche extrêmement difficile à laquelle il s'est dévoué, et pour les amener à donner leur appui inconditionnel au général de Gaulle. Nos alliés, les Britanniques et les Américains, n'avaient qu'une confiance limitée dans le général de Gaulle. Il était un homme qui demandait que l'on respecte intégralement les droits de notre pays. Il était un interlocuteur difficile, vous savez, tout ça, c'est dans tous les livres d'histoire, vis-à-vis de Churchill et plus encore vis-à-vis du grand président américain, Franklin Roosevelt, à qui nous devons d'avoir amené l'Amérique dans la guerre. La difficulté qu'a éprouvé le général de Gaulle, nous tous qui étions avec lui, nous n'avions qu'une idée, c'est d'essayer de l'aider à surmonter cet obstacle. Et ce qui pouvait le mieux l'amener à se présenter comme la France, c'était que les mouvements de résistance en France et tout ce qui se faisait clandestinement contre les occupants en France se réclament de lui. Par conséquent, rien n'a pu lui faire davantage plaisir, lui donner davantage le sentiment que des choses très importantes pour la France se faisaient, que les victoires, que les combats qui ont été menés. Je n'ai pas besoin de vous dire combien Normandie-Niemen a été pour lui une formidable satisfaction, ne serait-ce que parce qu'il avait aussi la conscience que sans l'Union soviétique et sans l'armée rouge, la guerre ne pouvait pas être gagnée. Il a été donc très fier de ces hommes qui ont travaillé dans l'escadrille Normandie d'abord, puis Normandie-Niemen. Merci. Monsieur Agi souhaiterait donner une précision. Oui, je pense que René Cassin aussi était un Français libre et pourtant il n'a jamais touché un fusil de sa vie. Que la guerre contre le nazisme, c'était une guerre pour les droits de l'homme. Alors que des combats, en général, pendant toute l'histoire de l'humanité, ont opposé des empires ou des pays entre eux, cette fois-ci, c'était la croisade des droits de l'homme. Il fallait se battre aussi sur le plan politique. Il fallait se battre aussi sur le plan de la préparation de l'après-guerre. Il fallait, comme René Cassin, commencer à accumuler dès 1942 des preuves de ce qui se passait en Allemagne dans les camps. Il fallait préparer le futur UNESCO. Il fallait préparer déjà en 1943 une déclaration internationale des droits de l'homme qui allait préfigurer ce qui se ferait aux Nations Unies. Mais il fallait aussi gagner sur le plan des droits de l'homme en instituant un monde où on essaierait de protéger les libertés un peu mieux qu'avant. Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de faire avec les Nations Unies, qui, bon gré mal gré, ont quand même changé la face du monde après la Deuxième Guerre mondiale. Je voulais insister aussi sur l'autre part. Merci, monsieur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Nous allons terminer. Je vous remercie tous. Et sachez que l'association Ciné-Histoire organisera tous les ans une séance sur le concours, une ou plusieurs séances selon les demandes, et que nous faisons d'autres collections sur d'autres sujets sur la Seconde Guerre mondiale. Merci.